parti pour la vidéo. J'avais envie d'aborder un petit peu le sujet de la parentalité, des parents, des enfants. Je suis ni pédiatre ni médecin et c'est bien trop peu de recul effectivement d'avoir 8 mois de parentalité derrière soi pour envisager avoir la parole parfaite. Non, sur ma chaîne je parle de tout, de toutes mes expériences et aujourd'hui je me sens capable de peut-être vous apporter quelques lumières sur certaines questions que je me suis posée assez rapidement, qu'on s'est posé assez rapidement avec Jean-Charles au sujet d'Eliott. C'est une playlist qui sera disponible et dont je vais vous mettre le lien juste en dessous, mais je tiens quand même à rassurer ceux et celles qui ne s'intéressent pas au sujet. Ça ne deviendra pas, ma chaîne ne deviendra pas une chaîne familiale ou une chaîne au sujet des enfants. Alors oui, je porte une perruque, c'est une perruque. En fait j'avais vu la publicité sur Instagram et j'ai commandé, mais je suis un petit peu déçue parce qu'il y a un petit défaut juste là, on voit une espèce de mèche qui a été cousue, mais je trouve que le rendu est plutôt sympa, donc je vous réponds à ça parce que vous allez me poser la question. Non, ce n'est pas mes cheveux, je n'ai pas décoloré quoi que ce soit, c'est une perruque carré plongeant. Je voulais voir ce que donnait le carré plongeant et j'avoue que je trouve que le blond c'est quelque chose qui me va bien et le carré plongeant aussi, mais c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Pourquoi est-ce que mon enfant pleure? Au départ, quand mon fils pleurait, je courais en fait pour le prendre dans mes bras et puis j'essayais plein de trucs, voir ce qui marchait et si c'était ça en fait, hein. C'était un petit peu au petit bonheur à la chance parce que bah nouvelle maman, tu tentes des choses, tu connais pas ton enfant, tu essaies de comprendre, tu connais pas ses pleurs, etc. Au fur et à mesure que ton enfant grandit, que tu tisses un lien avec lui, les pleurs tu finis par les reconnaître, donc tu finis par savoir allez, à 90% des cas, tu finis par savoir ce qu'il veut. Le pleur, c'est le seul moyen de communication qu'a ton enfant au départ, puisqu'il n'a pas non plus, il n'a pas la communication, verbale, il n'a pas la communication non verbale non plus au départ, ou du moins tu ne t'arrives pas forcément à la comprendre. Parce que derrière il y a des gestes et quand plus il grandit, plus il a de la gestuelle et plus tu comprends. Et c'est vrai que c'est pas évident au début parce que bah, surtout quand t'es nouvelle maman, nouveau papa et que c'est ton premier enfant, tu te demandes pourquoi il pleure et surtout tu as l'impression, enfin dans ta tête tu te dis tout de suite il faut que je réagisse, il faut que je fasse quelque chose, il est malheureux. Alors le pleur ne veut pas forcément dire j'ai mal quelque part ou je suis malheureux. Le pleur peut dire beaucoup de choses. Chez un enfant, il faut savoir que c'est sa seule façon de te parler, c'est sa seule façon en fait d'attirer ton attention. C'est le seul bruit qu'il est plus ou moins capable de faire pour attirer ton attention. Et c'est quand même bien fait puisque systématiquement ça génère chez l'adulte comme un stress qui fait que tu vas tout de suite te précipiter sur lui et essayer 50 trucs pour voir ce qu'il veut. C'est ce que je faisais au départ et en documentant un petit peu et en m'intéressant notamment grâce à Fanny qui est une de mes abonnées. Fanny, si je suis sûre que tu vas regarder cette vidéo donc merci pour certains de tes conseils, à ce qu'on appelle les neurosciences en fait. Et à mesure que je me suis documentée, que j'ai regardé sur le média YouTube principalement parce que c'est un média que je consulte plus facilement, parce que j'aime bien le fait que ce soit des nanas comme moi lambda qui expliquent les choses et pas que des scientifiques ou pas que des médecins ou des pédiatres. J'aime beaucoup quand c'est le cas, mais j'aime aussi quand il y a une personne lambda qui donne son expérience, que souvent je me reconnais mieux en ses discours parce que la théorie c'est une chose et la pratique c'est autre chose. Bref, quand il pleure il peut te dire beaucoup de choses, il peut te dire qu'il a faim, il peut te dire qu'il a froid, il peut te dire qu'il a chaud. En fait il y a beaucoup de choses mais pas 700 choses non plus au départ. C'est soit j'ai faim, soit j'ai froid, j'ai chaud, j'ai mal au ventre, je fais du reflux, donc je suis inconfortable en fait, je suis stressée, il y a trop de monde autour de moi, tu m'as mis dans les bras de tout le monde, j'ai besoin de câlins tout simplement, j'ai besoin de ton attention, j'ai besoin d'être stimulée et j'ai besoin de dormir. Grosso modo, c'est aussi simple que ça au départ, les besoins de l'enfant sont relativement restreint. Et si je peux donner un conseil, c'est avant d'agir tout de suite et de réagir tout de suite à ses pleurs, peut-être donne-toi quelques secondes pour essayer d'analyser un petit peu quelle heure il est qu'il a faim, quand est-ce qu'il a mangé la dernière fois, est-ce qu'il a dormi, est-ce qu'il a suffisamment dormi, est-ce qu'il est fatigué éventuellement, parce qu'un enfant qui dort pas est un enfant qui va pleurer, qui va souvent être ronchon. Est-ce que il n'a pas été trop stimulé par trop de gens, par trop d'informations aujourd'hui, donc est-ce qu'il n'est pas tout simplement en train d'évacuer comme du stress qu'il aurait en fait, qu'il aurait pris en pleine gueule en fait, en se disant c'est qui tous ces gens qui me prennent dans ses bras, etc. Qui c'est tous ces gens qui sont venus me voir, pourquoi maman elle est stressée, parce qu'il faut savoir que ce sont des éponges, donc si toi aussi tu as tendance à être comme moi, plutôt angoissée, plutôt stressée, plutôt speed, tu peux aussi communiquer ça à ton enfant, donc il peut lui
digérer un petit peu tout ça en pleurant. Donc ça peut être ça, ça peut être j'ai froid, donc toucher sa peau, voyez s'il a froid, est-ce qu'il a pas trop chaud, toucher sa nuque, voir la température de sa nuque, est-ce qu'il veut tout simplement un câlin, parce qu'effectivement les bébés ont des besoins, un besoin d'un câlin comme on a tous besoin, même en tant qu'adulte on a besoin parfois d'être pris dans des bras, d'avoir un geste de tendresse. Le bébé il a besoin d'être rassuré par ses parents, figure d'attachement auquel il a besoin, donc il a besoin du contact avec sa mère, avec son papa. Il a été dans le ventre avec sa mère pendant 9 mois, il a besoin d'être contre sa maman, d'entendre son cœur, d'être rassuré. Enfin on a tous été des bébés, mais j'imagine à quel point c'est hyper violent en fait d'arriver dans ce monde là. Il y a plusieurs raisons, hein. Comme je vous dis, il peut aussi avoir mal au ventre, il y a les fameuses coliques du nourrisson, mais j'ai l'impression que les coliques, enfin moi je sais que pour Elliot je l'ai repéré assez facilement parce qu'il se tordait d'une façon assez importante et ses cris étaient vraiment stridents, on sentait que c'était du cri de douleur et donc généralement les coliques je les repérais assez facilement. Simplement que ton enfant souffre de maux physiques comme par exemple une allergie au lait de vache dont on entend beaucoup parler, ou le RGO, donc le reflux, qui sont... Alors faut faire attention avec tout ça parce que je sais qu'il y a une espèce de mode aussi où tout le monde a l'impression que les enfants font tous des allergies, des APLV ou font tous des RGO. C'est pas forcément le cas, enfin ils peuvent tous... Des fois c'est une mauvaise interprétation de notre part ou du corps médical. Donc voilà, premier conseil, juste donne-toi le temps de vraiment analyser parce que c'est vrai que malheureusement bon, on se trompe, hein, c'est humain. Mais si on se trompe sur le long terme, l'enfant il stresse. Enfin je veux dire c'est comme si nous on nous enlevait la parole et puis que la personne en face de toi, je sais pas, t'as mal au ventre et la personne elle comprend pas. C'est hyper angoissant comme situation. Ça vous est certainement déjà arrivé de rêver que vous n'aviez pas la parole et que les personnes en face de vous ne réussissaient pas à décrypter votre malaise. Ça doit être extrêmement stressant, donc peut-être que en prenant le temps peut-être de souffler si ça nous stresse 2 secondes parce que le pleur stresse un adulte, ou peut-être le temps d'analyser un petit peu la situation au lieu de se précipiter, ça peut peut-être éviter d'ajouter un stress peut-être inutile tout simplement. Et puis vous ferez également vos erreurs et puis au fur et à mesure que l'enfant va grandir vous allez comprendre la différence entre ces différents pleurs et ça va beaucoup vous aider. La deuxième question qu'on s'est posée c'est où le faire dormir. Est-ce qu'on le fait dormir dans notre lit? Est-ce qu'on le fait dormir dans son lit? Est-ce qu'il dort dans sa chambre? Est-ce qu'il dort dans notre chambre, dans son lit? C'est une question qui nous vient forcément à l'esprit parce que on a souvent des a priori. On se dit, moi je sais qu'au départ je me disais ah non mais moi il dormira dans son lit, il est hors de question qu'il soit dans la chambre parentale parce que la chambre parentale appartient aux parents, je veux qu'il ait son espace, etc. Et puis ben le bébé quand je le mettais dans son lit il hurlait, il pleurait, il dormait pas, donc j'ai commencé à installer un lit parapluie dans ma chambre et j'ai envisagé de le faire dormir dans notre chambre, et puis j'ai même fait dormir entre nous deux quelques nuits au début quand il était vraiment tout petit et qu'il dormait pas du tout, qu'il pleurait sans arrêt. Bon après j'ai compris pourquoi, mais je peux vous dire que si vous êtes nouveaux parents vous avez beaucoup d'a priori, vous idéalisez certainement beaucoup de choses, ça peut se passer comme vous l'avez imaginé, mais il se peut aussi que vous changiez beaucoup d'avis. Donc où le faire dormir, j'ai envie de dire écoutez aussi votre bébé, voir où est-ce qu'il se sent mieux, où est-ce qu'il dort mieux. Parfois il va s'endormir sur son transat, s'il s'endort sur son transat, laissez-le s'endormir sur son transat. Alors il y en a qui diront que c'est très mauvais pour le dos, certainement. Moi je sais que en ce qui me concerne, quand il s'endormait sur son transat, je ne le réveillais pas, je le laissais dormir. Il est même arrivé qu'il s'endorme dans sa poussette, que je rentre et que je le laisse dans la poussette dans l'entrée parce qu'il dormait tellement bien que, alors il faut pas réveiller un bébé. Donc ça c'est quelque chose que je respecte énormément. Moi j'aimerais pas qu'on me réveille comme ça. Et n'oubliez pas que c'est un petit être humain et qu'il a des émotions et comme nous, sauf qu'il est... Peut-être qu'il est... Comment dire... Il n'arrive pas autant que nous à les communiquer, mais ça reste un être humain, donc respectez-le, respectez votre enfant. Et s'il s'endort à tel endroit, laissez-le dormir, attendez qu'il se réveille. Généralement en plus comme c'est comme ça, ils dorment pas très longtemps, ils dorment 45 minutes, donc voilà. Donc où est-ce que vous allez le faire dormir? Voyez comment s'adapte l'enfant, où est-ce qu'il a envie d'être. Il y a des enfants qui vont adorer la proximité avec leurs parents et il y en a d'autres qui vont pas du tout aimer. Moi je sais que j'ai tenté un petit peu le cododo, ça a été un flop total puisque moi j'ai le sommeil très léger et surtout mon fils est un bébé qui bouge beaucoup.
Donc il arrêtait pas de bouger, il arrêtait pas de bouger, il arrêtait pas de bouger. Et on voyait qu'il était pas, que ça marchait pas, ça matchait pas, ça n'allait pas. Il était pas, il essayait de bouger ses bras, on était à côté, ça le gênait, il nous poussait. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui a fonctionné avec lui. Il y a des bébés par contre qui adorent le cododo, et comme il y a des bébés qui adorent être dans leur chambre, voilà, ça c'est vraiment quelque chose. Laissez votre enfant vous accompagner par rapport à cette question là. Autre question, troisième question, est-ce qu'il mange assez? Et comment et quand le nourrir? Alors comment et quand, clairement on allait ou on n'allait pas, c'est un sujet sur lequel je vais passer, chacun fait ce qu'il veut. Après en ce qui concerne le est-ce qu'il mange assez, je sais que mon pédiatre m'a toujours dit un enfant ne se laissera jamais mourir de faim. Donc c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions à ce sujet là quand on est parent, on se demande est-ce qu'il a assez mangé, est-ce qu'il mange pas trop. Alors moi qui en plus je suis très sensible à la prise de poids, c'est vrai que je me suis longtemps pris la tête sur putain est-ce qu'il mange pas trop, est-ce qu'il va pas grossir, est-ce qu'il va pas y avoir des problèmes de poids. Et à l'inverse les enfants qui mangent pas beaucoup, ça inquiète aussi les parents concernés, puisque les parents se disent est-ce qu'il mange assez, est-ce qu'il va se développer assez, est-ce que... En fait je pense qu'il faut encore une fois faire confiance à son enfant, et que l'enfant n'a pas la notion de gourmandise au départ. Et il va manger à satiété, et lui il a cette chance, parce que c'est quelque chose qu'on perd en grandissant, de connaître sa satiété. Donc en fait il va manger à satiété, s'il a encore faim tu lui redonnes, s'il a plus faim tu lui donnes plus. Ça c'est mon avis à moi, il y en a d'autres qui diront non, il faut être au gramme près, etc. Chacun suit les recommandations soit médicales, soit de leur famille, soit en fonction de ce qu'ils pensent ou de leurs propres convictions, et tout le monde a raison quelque part. Mais moi le petit conseil que je te donne, c'est te prends pas la tête là-dessus, laisse-le manger en fonction de ce qu'il aura besoin, il saura, parce que c'est vrai que quand ils ont plus faim ils te le font comprendre. Et il n'y a rien qui leur dit j'arrête de manger quoi. C'est à l'intérieur que ça se passe, c'est dans leur cerveau que ça se passe, et toi tu peux pas être dans leur cerveau. Donc laisse-les manger. Et quand alors au départ je crois que c'est toutes les 2 heures, et après c'est toutes les 3 heures. Après généralement tu as des recommandations au niveau de la maternité où tu vas aller, ils vont te dire en fonction du poids du bébé etc. Combien de temps il faut attendre. Ça laisse-toi guider par le corps médical au niveau de la fréquence. Et puis si le bébé n'en veut pas, si vraiment tu vois que c'est très problématique, n'hésite pas à consulter ton pédiatre ou ton médecin bien sûr. Mais en règle générale les enfants savent mieux que nous ce qu'il leur faut en termes de quantité et en termes de fréquence. Et le peu de recul que j'ai, c'est de te dire fais-lui confiance. Écoute ton enfant, s'il boit encore, c'est qu'il a faim. Si à la fin du biberon il pleure, c'est qu'il lui en faut encore. Et s'il en veut pas, ne le force pas, parce qu'il va te vomir dessus comme jamais. Et laisse tomber les jets qui te font, personne ne les veut. Il y a un point qui m'a fait très peur quand je suis rentrée chez moi avec Elliot, c'est comment je fais pour lui faire prendre le bain. Parce qu'évidemment la maternité c'est hyper pratique, t'as un petit lavabo qui est profond, qui est parfait pour leur donner le bain, t'as les trucs à disposition, t'as quelqu'un qui t'accompagne, donc ça se passe genre hyper bien hein. Alors le premier c'est toujours un peu catastrophique quand elle te dit si tu veux le faire et tu dis bah attends vas-y fais-le je te regarde. Moi j'ai fait vas-y faites-le je vous regarde. Mais dédramatisez un petit peu la chose et faites en fonction de comment vous êtes à l'aise. C'est-à-dire il y a des mamans qui direct lavent bébé dans la baignoire avec, vous savez il y a des espèces de transat pour le faire. Il y a des mamans qui utilisent des baignoires sur pied, et moi au départ j'avais une baignoire sur pied. Et en fait j'ai donné le bain à Elliot 2 fois dedans, et je me suis aperçue que ça allait pas du tout parce qu'Elliot est grand et avec ses jambes il poussait sur la baignoire, ce qui fait que je perdais en fait prise sur sa nuque et sur son... On doit tenir comme ça son épaule, et je me sentais pas en sécurité, et je me suis dit si moi-même je me sens pas en sécurité, l'enfant doit ressentir mon stress, et le bain est censé être un bon moment pour lui. Donc c'était un petit peu déroutant au départ. Moi ce que je peux vous conseiller, si vous voyez que vous n'êtes pas du tout comment dire, à l'aise avec la baignoire classique, c'est d'acheter une baignoire qui s'appelle la Chantala. Oui c'est ça. En fait c'est une baignoire en forme de... c'est comme un seau, un gros seau, et en fait le seau fait que le bébé en fait il va maintenir plus facilement, il va être maintenu plus facilement. Et moi je sais qu'Elliot même aujourd'hui je le lave encore dedans, il adore être dans cette baignoire. Ils se sentent en fait, alors ça a été fait de manière à ce qu'ils se sentent encore dans un utérus, ça a la forme en fait, et ce sont des baignoires qui coûtent environ 20 €, vous en trouvez sur Amazon, je vais vous mettre des liens. Et en fait cette baignoire là pour moi elle a été vraiment révolutionnaire, surtout quand il a commencé à un peu mieux se tenir. Bon bien sûr je suis toujours à côté, mais le maintien en fait il a le
dos contre le plastique et le maintien est tellement important que moi je me sentais sécurisée et que ça a été pour moi une révolution pour lui donner le bain. Et aujourd'hui je continue et j'espère continuer longtemps parce que du coup après j'ai une baignoire mais ça me fait encore un petit peu peur. Je sais pas trop comment je vais le laver après. Je mettrai je pense la grosse baignoire dans ma baignoire, sa baignoire sur pied dans la baignoire sans les pieds. Mais ça peut accompagner pas mal de parents qui ont vraiment cette peur de donner le bain. Surtout organisez-vous, prévoyez la couche, le body, au début on met les chaussettes je crois, prévoyez vraiment tout à côté de vous de manière à pas vous laisser déborder parce qu'il va vous manquer un truc, etc. Donc l'organisation en première chose et puis ensuite le matériel adapté en fonction de là où vous vous sentez le plus à l'aise. Enfin on va clôturer cette vidéo sur les mots de bébé, les mots MAUX. Alors il y a plusieurs mots mais je vais parler des mots que je connais moi en tout cas, deux principaux qui sont la colique et le RGO. Donc la colique comme je le disais je voyais qui se crispait d'une manière assez impressionnante, assez importante. Et surtout il était inconsolable par rapport à d'autres fois où il pleurait, il se calmait en position verticale. Là il gigotait, il était vraiment inconsolable et c'était une souffrance sur son visage et une souffrance au niveau des cris, ça se ressentait qu'il souffrait. Et comment j'ai géré les coliques? Ben en fait c'est vrai que c'est extrêmement déroutant parce que vous ne pouvez pas faire grand chose. Et en tant que parent c'est dur parce que tu te dis c'est moi sa mère, c'est moi son père, c'est à moi de le soulager. Sauf qu'en fait il faut que ça passe. Et ça passe en règle générale au bout de 2 mois et demi, 3 mois. Il y a des médicaments entre guillemets, de l'homéopathie qui les aident. Mais il y a des enfants qui sont quand même plus ou moins assujettis aux coliques par rapport à d'autres. Ça on ne pourra pas faire grand chose, ça j'aurais pas énormément de conseils à vous donner malheureusement si ce n'est avoir de la patience et vous dire que ça dure à peu près une crise colique. Ça peut durer entre 20 minutes et un peu plus pour certains bébés. C'est impressionnant, ça fait mal au cœur, moi ça m'est arrivé de pleurer avec lui, c'est horrible avec la chute d'hormones, même avec ta culpabilité de parent de te dire que tu n'arrives pas à le consoler, mais dis-toi que c'est normal. Et que beaucoup de bébés y passent et que malheureusement tu peux pas faire grand chose si ce n'est l'accompagner, c'est-à-dire prends-le contre toi, pose-le ici sur ton bras. Il y a beaucoup de vidéos à ce sujet où ils expliquent sur YouTube de quelle façon, notamment sur les maternelles, de quelle façon le soulager. Accompagne-le malheureusement dans sa douleur de manière à ce qu'il sache que tu es là parce que la seule chose dont il a besoin c'est de toi et de rien d'autre en fait. Donc il faut l'accompagner, le rassurer, chuchoter, le caresser, ne pas hésiter à masser son ventre quand vous le sentez gêné de manière à ce qu'éventuellement il puisse évacuer des gaz. Il y a une méthode comme ça de massage qui leur fait beaucoup de bien et qui me fonctionnait très bien sur Elliot quand il avait du mal à évacuer ses selles. Notamment c'est un massage en forme d'horloge tout autour de son nombril qui lui faisait beaucoup de bien et qui l'aidait vraiment à évacuer et à sortir tout ce qu'il avait dans le ventre, donc notamment au niveau des gaz, c'est ça qui leur fait mal en fait. Et ne pas hésiter à le porter comme ça sur votre bras, ne pas hésiter à ce que le ventre ait appui sur votre bras et ça lui fait un petit peu de bien. Il va continuer à pleurer malheureusement et puis après il se calme et là il est très fatigué. Câlinez-le, rassurez-le, parlez-lui, ne laissez pas galérer dans le transat parce que vous savez plus faire, parce que vous êtes démunis, parce qu'au bout d'un moment on est fatigué. Il faut qu'il vous sente, il faut qu'il comprenne, qu'il vous fasse confiance. N'oubliez pas que votre bébé quand il arrive il ne vous fait pas confiance, il ne vous connaît pas. Il a un lien avec la mère et certainement avec le père parce qu'il l'a entendu. Ça je suis pas certaine de ce que je dis, mais il doit vous faire confiance et la confiance ça se construit, même si c'est votre enfant, ça se construit et ça se perd aussi. Donc faites attention à ça, donc accompagnez-le. Et en ce qui concerne le reflux, le RGO, c'est quelque chose que j'ai vécu avec mon fils qui fera l'objet d'une vidéo à part. Et là je vais pas l'évoquer à proprement parler, mais je vous expliquerai dans cette vidéo comment on décèle le RGO, quelles sont les solutions. Et enfin je voulais terminer en ce qui concerne la colique. Il y a quelque chose qui a très bien fonctionné sur mon fils, c'est le BioGaia. Qui est une espèce de solution, des gouttes que vous mettez dans son biberon et qui ont ma foi plutôt bien fonctionné. Il avait encore quelques crises de colique mais c'était peut-être une par semaine qui durait à peu près 20 minutes. Approximativement c'était ça et ça s'est vraiment calmé grâce au BioGaia. Alors il y en a qui parlent de la calmosine, il y a des enfants pour qui ça fonctionne, il y a des enfants pour qui ça fonctionne pas, des fois ça fonctionne une semaine, ça fonctionne plus la semaine d'après. Et puis il y a l'homéopathie, le colosynthis notamment qui fait un petit peu de bien à tout ce qui est
ça concerne tout ce qui est un petit peu douleur au niveau du ventre, etc. Mais ça, ce sera votre médecin de vous aviser sur le sujet. N'automédicamentez jamais votre enfant, s'il vous plaît. Je vous parle de certaines choses, mais si ça vous intéresse, n'oubliez pas de demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin ou à votre pédiatre, parce qu'il y a des enfants qui ont des pathologies particulières, où il y a voilà, des choses qui vont pas ensemble. Enfin, là, on n'est pas en mode je suis adulte, j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, quoi. Donc voilà. La prochaine vidéo traitera donc du reflux gastro-œsophagien. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, surtout que mon fils en souffre encore aujourd'hui puisqu'il me fait des poussées dentaires et les poussées dentaires réactivent en fait ce reflux. On en parlera dans la prochaine vidéo sur la parentalité. N'hésitez pas à laisser vos impressions, vos commentaires, vos avis. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!